C'est à vous, ma sœur, que j'écris pour la dernière fois. Je viens d'être condamnée non pas à une mort honteuse. Elle ne l'est que pour les criminels, mais... Le tribunal, après déclaration unanime du jury faisant droit, déclare la citoyenne Capet coupable de complot, d'intelligence avec les ennemis de la France et de conspiration tendant à troubler l'État par une guerre civile. En conséquence, conformément aux articles du Code pénal se rapportant aux délits avérés, l'accusé est condamné à la peine de mort. Nous étions le 16 octobre 1793. Samson, le bourreau, assistait à la lecture de la sentence. Marie-Antoinette comprit qu'elle allait mourir ce jour-là. Elle la fit monter dans une vulgaire charrette. On l'assit, tournée vers l'arrière. En signe d'infamie, elle devait aller à la mort, à reculons. La foule hurlait. Prends ses cheveux. Tu les brûleras. Qu'il n'en reste rien. On pourrait en faire des reliques. À la prison de la Conciergerie, à la place de la Révolution, aujourd'hui place de la Concorde, le trajet dura 1h30 pour un peu plus de 2 kilomètres. 1h30 de cris, d'insultes, de vociférations. Elle avait 37 ans. Elle était reine de France. Elle n'était plus rien qu'une reine déchue. Qu'avait-elle fait pour mériter cette fureur? Quelle était sa faute? Où était le peuple? Ce peuple qui l'acclamait jadis, était-il le même? Des cris de joie l'avaient accueilli à son arrivée en France. Elle était une petite princesse autrichienne qui ne connaissait rien de la vie. Elle venait épouser le dauphin Louis-Auguste, que bien évidemment, elle n'avait jamais rencontré. Elle n'était qu'un pion dans le jeu politique. L'Autriche et la France avaient décidé de se réconcilier. Elle était le gage de cette paix nouvelle. Un très joli gage. De Strasbourg à Paris, une immense ferveur populaire l'avait accompagnée. Enfin, c'en était fini de la guerre avec l'Autriche. Marie-Antoinette était un cadeau du ciel. Quel bon peuple que les Français. Je suis reçue ici comme si j'étais une enfant chérie qui revient chez elle. Seulement, on me fait trop de compliments. Cela m'effraie parce que je ne sais comment je pourrais les mériter. J'avais déjà bien du penchant pour les Français et sans tous ces compliments qui montrent qu'ils attendent trop de moi, je sens que je serai à mon aise avec eux. Marie-Antoinette arrivait à Versailles. Plus de 3000 princes, ministres, courtisans et serviteurs y séjournaient en permanence, allant et venant, parmi les quelques 700 pièces du château. C'était à vous donner le tournis. Pour l'heure, la future reine de France était l'objet de toutes les curiosités, bienveillantes ou malveillantes. Qui était cette Madame du Barry? D'où venait cette favorite de Louis XV qui se comportait en reine? Seul le bon plaisir du roi comptait. Marie-Antoinette entrait dans un monde fermé avec ses codes, ses usages, son étiquette. Dans ce pays-ci, Louis XV, le grand-père du dauphin, vivait en monarque absolu. Et on célébrait son culte comme une religion. Ce mariage entre le dauphin et Marie-Antoinette avait été concocté par sa mère Marie-Thérèse, impératrice d'Autriche, et Choiseul, ministre du roi de France. L'Autriche s'inquiétait de la montée en puissance de la Prusse et la France de l'ambition de l'Angleterre. Devant ce double péril, la France et l'Autriche devaient sceller une alliance.
Mais cette alliance ne faisait pas l'unanimité. Avant même de mettre le pied à la cour, Marie-Antoinette avait déjà contre elle tous ceux qui voulaient reprendre la guerre. Bien sûr, on la trouvait jolie. Bien sûr, on admirait sa grâce. Et sous les sourires officiels se dissimulaient tous les soupçons. Elle était et restait une archiduchesse d'Autriche. Elle se lia rapidement d'amitié avec le roi Louis XV, séduit par sa jeunesse et sa gaieté. Vous êtes contente de votre installation? Absolument. Versailles est magnifique. Vous ne vous sentez pas trop seule, si loin de votre famille? Mais je vous ai près de moi. J'espère que Louis-Auguste n'est pas jaloux. L'innocente jeune fille ne mit pas longtemps à comprendre que sa mère Marie-Thérèse, qui détestait la légèreté française, avait raison sur ce point. Versailles était la cour la plus corrompue d'Europe. Les idées qui y circulaient scandalisaient l'impératrice. Les philosophes des Lumières remettaient en cause la religion et les principes de la monarchie absolue. Marie-Antoinette ne pouvait supporter le règne de Madame du Barry. Qu'on laissât à la cour une favorite, ancienne prostituée, faire la pluie et le beau temps était inacceptable. Marie-Antoinette décida de faire front et de ne jamais lui adresser la parole. On a beau être dauphine de France, mais on n'est pas moi, quoi qu'on fasse, une étrangère. Je ne sais si je me trompe, mais autour de moi, on a l'air de s'en souvenir. Il n'est pas aisé de contenter tout le monde. Le roi tenta de l'amadouer en lui rendant Versailles le plus agréable possible. À ses côtés, Marie-Antoinette fit la connaissance de ses deux beaux-frères. Madame, laissez-moi vous présenter vos frères, le comte d'Artois Futur Charles X. et le comte de Provence. Futur Louis XVIII. Madame la Dauphine, soyez la bienvenue à Versailles. Madame. Elle rencontra aussi ses tantes, les filles du roi Louis XV, qui ne s'étaient jamais mariées. Madame Adélaïde, Madame, Madame Sophie madame, et Madame Victoire. madame. Mais la du Barry. La cour se passionnait, prenait des paris. La dauphine allait-elle enfin lui adresser la parole ? Marie-Antoinette tenait bon, au risque de mécontenter le roi. Et la du Barry, vexée, humiliée, se répandait en perfidie de plus en plus malveillante. Sûre de son bon droit, mais seule au milieu de cette cour, Marie-Antoinette n'avait que sa mère. Une mère qu'elle aimait et craignait. Une mère impératrice qui la faisait surveiller par son ambassadeur à Versailles, Mercy d'Argenteau. Il pleut dans le moment où je vous écris. C'est sûrement la du Barry qui leur a permis. On m'a fait souper avec elle et elle a pris un ton à demi respectueux et embarrassé, auquel je n'ai prêté aucune attention. Marie-Antoinette n'imaginait pas combien sa situation était fragile. Mariée, certes, mais encore sans héritier, tout pouvait arriver. Dans cet univers futile, refuser obstinément de parler à la du Barry devenait une affaire d'État. L'impératrice Marie-Thérèse y mit bon ordre. Il était hors de question de mécontenter le roi, il fallait parler à la du Barry. À chaque rencontre, la tension se faisait plus aiguë.